En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient, nous la soutenons. Il n'a pas dit nous acceptons le cessez-le-feu. Il a dit l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques, nous la soutenons. Écoutons bien l'analyse de ce que Poutine répond. Parce que les Occidentaux, comme d'habitude, retiennent ce qu'il faut pour ne pas perdre la face et oublient tout le reste. Qu'en fera-t-on de ces 30 jours? Continuer en Ukraine? Continuer la mobilisation forcée? Des armes leur seront livrées? Des nouvelles unités seront préparées et formées, ou rien de tout cela ne se produira. Voilà. Et vous voyez, la réalité, c'est que lui, il sait que c'est un piège. Et que ça, c'est le feu. Ils l'ont dans le boule, comme on dirait, pour passer moi l'expression. Ils l'ont dans le boule. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, depuis cette annonce de cessez-le-feu, je vous ai montré ici sur ma chaîne à quel point les rédactions et les gouvernements pro-occidentaux, pro-Ukraine, pro-otaniens, pro-guerre essayent de piéger Trump et Poutine dans l'acceptation de ces cessez-le-feu. Je vous ai déjà montré comment Trump, il a dit que ce que l'Ukraine avait accepté ne conditionnait pas directement l'acceptation de la Russie, qu'ils allaient négocier avec la Russie. Ceasefire, Ukraine. Nous venons d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine il y a peu. Nous devons maintenant nous rendre en Russie et nous espérons que le président Poutine sera également d'accord et nous pourrons mettre les choses en route. Des gens sont tués dans les villes alors que des choses explosent. Nous voulons en finir avec cette guerre. Je pense qu'il y a une grande différence avec la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale. Il s'agit là d'un cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et nous espérons que la Russie l'acceptera. Si nous parvenons à convaincre la Russie de le faire, ça sera formidable. Si nous n'y parvenons pas, nous continuerons à avancer, des gens seront tués et beaucoup de gens. Et hier, je vous ai montré que malgré ce que les chaînes mainstream essayent de dire, Poutine n'a en aucun cas accepté le cessez-le-feu. Poutine a dit que il est d'accord avec l'initiative de Trump, il est d'accord pour que ce conflit se règle diplomatiquement par négociation, mais que cessez-le-feu, c'est non merci. En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient, nous la soutenons. Vous avez entendu? En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient, nous la soutenons. Et je vois partout, depuis toute la journée d'hier, ils ont essayé de maquiller ça en Poutine dit oui, mais il pose des conditions. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Et ici, je veux vous faire l'exégèse de la réponse de Poutine au cessez-le-feu. Et je dis bien, c'est la réponse de Poutine et non de la Russie. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Bonjour. Tout d'abord, première question à Vladimir Vladimirovitch. Comment évaluez-vous la possibilité pour la Russie en vue d'un cessez-le-feu? Avez déjà reçu des informations des Américains et quelle serait votre réponse? Mais j'ai aussi une deuxième question. Pour vous coordonner Moscou et Minsk pour la position du processus de paix. Avez-vous déjà eu des consultations à ce sujet aujourd'hui? Voilà. La question tourne autour de qu'est-ce qu'il pense de la proposition de cessez-le-feu et d'envisager la paix avec l'Ukraine. Et écoutez bien, le début de la réponse de Poutine, il dit qu'est-ce que lui, il pense. Il ne dit pas c'est la position de la Russie. Évidemment, les Occidentaux assimilent la Russie à Poutine, et c'est vrai que Poutine, il a le dernier mot sur ce que va faire la Russie. Mais écoutons bien l'analyse de ce que Poutine répond. Parce que les Occidentaux, comme d'habitude, retiennent ce qu'il faut pour ne pas perdre la face et oublient tout le reste. Ici, on va avoir ce qu'eux, ils ont retenu et ce qu'eux n'ont pas retenu.
Bon, eh bien, est-ce qu'on est prêt à un cessez-le-feu pour l'Ukraine? Bon, je dirais ceci. Comment j'évalue la situation? Bon, tout d'abord, je voudrais dire quelques mots de remerciement à l'égard du président des États-Unis, M. Trump, qui a aidé à réguler la situation en Ukraine. Il a accordé beaucoup d'attention à cette question. Nous avons tous beaucoup de choses à faire à ce sujet. Un grand nombre de dirigeants de différents pays, les dirigeants de la République populaire de Chine, les présidents de... Et ici, le traducteur n'est pas très bon. Vous attendez, Poutine, il parle beaucoup, mais il a du mal à suivre le rythme de Poutine. Je me demande si c'est parce qu'il s'auto-censure ou s'il évite de dire quelques mots que Poutine a dit. Parce que vous attendez bien dans ce que Poutine prononce. Il y a le mot Brésil qui sort, mais dans la bouche du traducteur, il n'y a que le mot Chine qui sort. Et donc hier, déjà, j'avais du mal avec cette version de France 24. Mais on va rester sur celui-ci parce que si on changeait, il faudra encore tout recommencer. De pays d'Afrique australe, de la Fédération de Russie ont accordé beaucoup d'attention à cette question parce que c'est un noble objectif d'arrêter les combats et d'arrêter de perdre des hommes, bien sûr. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les combats. Mais nous pensons que... Et vous attendez, ici il dit nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les combats. Il ne dit pas qu'il est d'accord avec l'accord de cessez-le-feu qui lui est proposé. Et ici, surtout, les gens, ils font semblant, comme si c'est la première fois que Poutine partage cette position. Souvenez-vous, un petit peu, quand il y avait les élections américaines, la fois où on lui avait posé la question sur Kamala, où il avait dit que nous, on préfère Kamala Harris que Donald Trump. Eh bien, dans ce même sommet, il avait dit aussi qu'il n'était pas opposé avec l'idée d'un cessez-le-feu, d'un règlement de ce conflit par la négociation. Vladimir Poutine a également ironisé sur la politique américaine et les candidats à l'élection présidentielle de novembre, en apportant son soutien à Kamala Harris sur un ton sarcastique. Сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Le président russe s'est de nouveau dit ouvert à des pourparlers avec l'Ukraine, des discussions qui devront se faire, a-t-il précisé, sur la base des négociations qui ont eu lieu en 2022 entre Moscou et Kiev. Quelles étaient les conditions du premier accord de paix sur lesquelles les Russes et les Ukrainiens étaient à peu près d'accord, et peut-être aussi pourquoi il fait exprès de faire revenir ce sujet-là sur la table, peut-être qu'il anticipe une énième escalade de Zelensky. Un espoir de paix pour l'Ukraine. Les négociations menées hier à Istanbul ont permis des progrès significatifs. Enfin, dites-nous vraiment, justement, s'ils le sont, quels sont les termes d'un possible compromis? Eh bien, ce compromis, il pourrait être trouvé sur la base tout simplement de ce que les Ukrainiens ont proposé hier à Istanbul. L'Ukraine accepterait d'être un pays neutre, c'est-à-dire de ne pas adhérer à l'OTAN, de ne pas accueillir sur son territoire de bases militaires étrangères et de garder le statut qu'elle a déjà, de statut de puissance non nucléaire. En échange, les Ukrainiens demandent des garanties. La Russie devrait promettre de ne plus attaquer le pays et des puissances étrangères promettraient de défendre l'Ukraine si le pays devait tout de même être attaqué. Ces pays garants seraient la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, les 4 grandes puissances nucléaires, plus l'Allemagne, la Turquie, la Pologne et Israël. En tout, donc, 8 pays qui accepteraient de devenir les protecteurs de l'Ukraine. Kiev demande aussi que Moscou ne s'oppose pas à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce qui est nouveau, Nicolas, c'est que l'Ukraine ne demande plus le retrait total des Russes. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un compromis, puisque l'Ukraine propose effectivement un accord qui exclut la Crimée,
qui a été annexée par les Russes en 2014, et les 2 territoires séparatistes pro-russes de l'Est du pays, dans le Donbass. Ces territoires feraient l'objet de négociations séparées plus tard. Autrement dit, les Ukrainiens proposent aujourd'hui de revenir à la situation d'avant la guerre, et ils acceptent qu'une partie de leur territoire soit annexée par les Russes. Et que répond la Russie à ces propositions ukrainiennes? Que le chef de la délégation russe à Istanbul a estimé hier que la possibilité de conclure la paix se rapprochait, et il a évoqué la suite, une possible discussion entre les ministres des Affaires étrangères en attendant un éventuel sommet entre les 2 présidents, Poutine et Zelensky. Et en attendant, les Russes ont voulu donner des gages de bonne volonté puisqu'ils ont annoncé hier une réduction radicale de leur activité militaire autour de Kiev et dans le nord. Pour l'instant, cette réduction radicale n'a pas encore été constatée sur le terrain. C'est pour ça que les annonces russes sont accueillies avec prudence, voire avec scepticisme par les Américains. On est en effet encore loin d'un accord. Un seul exemple, le sort de la ville de Mariupol n'est pas du tout réglé. Les Russes ont quasiment réglé cette ville et ils ne sont pas prêts à renoncer à sa conquête. Et les Ukrainiens, de leur côté, assiégés dans leur ville, n'ont pas du tout l'intention de l'abandonner. Est-ce qu'on peut dire tout de même que les négociations... Voilà. Donc, maintenant, vous savez qu'est-ce qui était mis autour de cette négociation dont Poutine fait référence. Alors que les Ukrainiens eux-mêmes avaient proposé ça et que les Russes, ils avaient fait la concession. Et vous voyez ici que Poutine, la plupart du temps, ne ment pas. Parce que quand Poutine avait vu les chefs d'État africains et qu'il avait rappelé l'accord qui avait été fait entre les 2 pays, c'était essentiellement ça. Quand il disait « Nous avons accepté de retirer nos militaires proches de Kiev et dans le nord de l'Ukraine. » Et après ça, comme par hasard, Boris Johnson est venu en Ukraine. Et après, ils nous ont inventé Boucha pour soi-disant justifier qu'ils renoncent à l'accord de paix qu'on avait fait avec eux. Ça a toujours été la position de la Russie, que ce conflit se finisse par des négociations. Mais à leurs conditions. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Sur le principe, il accepte qu'on puisse faire un cessez-le-feu. Mais, est-ce que c'est qu'eux, ils demandent ici? C'est ce que Poutine accepte? Ben, la réponse est non. Et ici, les Occidentaux choisissent de retenir ce qu'ils veulent. Ça a toujours été la position de Vladimir Poutine. Allez voir toutes les fois où il a parlé de règlement de ce conflit, il a toujours dit que ça allait se régler par les négociations. Parce que la plupart des conflits se règlent par des négociations. Et donc ici, le fait qu'il partage une position qu'il a toujours tenue ne veut pas dire qu'il accepte cette proposition. Alors qu'eux essayent de faire croire qu'il a accepté la position, mais il pose des conditions. Non, il réitère juste. Et encore dans cette partie de l'interview, il ne va pas y réitérer les conditions que lui, il a toujours demandées. Il va dire tout ce qui ne va pas avec cette proposition, ce qui fait qu'eux n'en veulent pas. Sur le principe d'un cessez-le-feu, oui. Pourquoi, comment et les problèmes que celui-ci pose, c'est ça qu'il va énumérer pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Cette cessation d'hostilité doit mener à la paix à long terme. Et au premier problème que Vladimir Poutine identifie tout de suite, un cessez-le-feu pour 30 jours. Pourquoi faire? Pourquoi 30 jours? Concomitamment à ça, on reprend l'aide militaire, donc donner des armes, et on reprend le partage d'informations. Donc d'un côté, vous voulez que la Russie arrête de combattre, mais en même temps, vous êtes en train de redonner à l'Ukraine ce qui va lui permettre de combattre la Russie encore mieux si ça ne marchait pas. Donc, est-ce que c'est un cessez-le-feu pour aller vers la paix ou c'est un cessez-le-feu pour autre chose? Tout de suite, il ne se fait même pas d'illusion. Et ici, rappelez-vous toujours ce que Emmanuel Todd a dit et ce que je vous ai redit ici à plusieurs reprises. Eux, ils savent que la parole des Occidentaux ne vaut rien et encore moins la parole des Américains parce que si le nouveau président vient et qui dit qu'il s'en fout des accords de cessez-le-feu ou de traité de paix qui va être mis là ou qui va être signé là, eh ben, ça tombe tout de suite à l'eau. Et je vous mettrai la partie d'Emmanuel Todd où il dit ça. Fluide. Gender fluide, ben parce que c'est... Non mais ça c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine
extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi, donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluid. Et doit éliminer les causes fondamentales de ce conflit. Ensuite, en ce qui concerne on doit éliminer les causes fondamentales de ce conflit. Il faut que les cessez-le-feu conduisent à une paix durable avec élimination des problèmes fondamentaux qui ont causé ce conflit. Or, dans ce cessez-le-feu, il n'y a rien, à part arrêter de tirer sur les Ukrainiens. Concrètement, il n'y a rien de tout ça. Le fait que l'Ukraine serait prête à un cessez-le-feu et mettre terme aux hostilités, la réunion qui a eu lieu entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie Saoudite a peut-être l'air d'être une décision prise par l'Ukraine sous la pression des États-Unis, mais je suis convaincu que l'Ukraine aurait dû demander cela elle-même. Les Américains ont fait une très forte pression sur eux, en tenant compte de la situation sur place. Alors, quelle est cette situation? Voilà. Et ici, Poutine dit quelque chose pour lequel je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Il dit que l'acceptation d'un cessez-le-feu par l'Ukraine est due aux pressions que les Américains font peser sur eux. C'est peut-être vrai en partie parce que nous savons que les Américains veulent cesser le feu parce que eux, ils veulent récupérer leur argent. Ils ne veulent pas que ça continue parce qu'ils ont déjà une grosse enveloppe à récupérer dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Mais on sait aussi que Zelensky espère un cessez-le-feu parce que, comme il va le dire maintenant, la situation de l'Ukraine est catastrophique. Il ne se voile pas la face. Quand vous cumulez tout ce qu'il dit ici, vous-même vous comprenez que non, il n'y a pas de cessez-le-feu. Sur le terrain, vous avez sans doute vu que hier, je me suis rendu dans la région de Koursk et j'ai écouté les informations fournies par les chefs du quartier général et les commandants des groupes militaires et son adjoint concernant la situation dans la zone frontière, tout d'abord, et dans la région de Koursk. Et dans le domaine où se trouve l'Ukraine. Alors, quelle est la situation maintenant, là? Eh bien, elle est totalement sous notre contrôle. Les groupes qui sont entrés sur notre territoire sont maintenant isolés, sont totalement isolés.
Et nous avons le contrôle total de la puissance de feu. La gestion des troupes ukrainiennes dans cette zone, bon, la zone donc de l'incursion, cette zone a été perdue par l'Ukraine au cours de la première période de temps, il y a 1 ou 2 semaines. Le personnel militaire ukrainien a essayé de s'y rendre avec un petit groupe. Aujourd'hui, c'est impossible. Ils essaient de quitter la région par petits groupes, mais c'est impossible parce que tout se trouve maintenant sous notre contrôle. Tout leur matériel est abandonné sur place, je peux vous le dire. Et si, dans un avenir proche, nous avons un blocus physique, personne ne pourra quitter la région. Il n'y aura que 2 façons de le faire. Être pris prisonnier ou être tué. À mon avis, ces conditions pour les Ukrainiens. Pour ça, il serait bon que les Ukrainiens obtiennent un cessez-le-feu pendant 30 jours. Voilà. Vous avez vu? Première description de pourquoi la Russie n'a rien à gagner à signer ce cessez-le-feu, c'est que, à Koursk, c'est que les Occidentaux présentaient comme leur carte maîtresse dans les négociations avec la Russie, la situation s'est totalement retournée. Ils sont en train de leur encercler. Et comme il dit, il n'y aura que 2 moyens dans les jours qui viennent de quitter Koursk, soit mort, soit prisonnier. Et donc, beaucoup d'unités militaires de l'Ukraine qui seront perdues. Donc, signer le cessez-le-feu maintenant, premièrement, permettrait à tous ces criminels, parce qu'il les a qualifiés de terroristes, c'est qu'ils étaient rentrés à Koursk, permettrait à tous ces gens-là de sortir. Et donc, première raison pour laquelle il n'y a pas de cessez-le-feu, et il n'y aura pas de cessez-le-feu, c'est que les Russes ont réussi à faire sur le terrain ce que l'Ukraine aurait pu négocier avant. Et donc maintenant que les Russes ont réussi à eux-mêmes avoir ça par le combat, pourquoi ils vont donner à l'Ukraine ce que l'Ukraine avait refusé de donner par des négociations? Au moins 30 jours. Mais il y a toute une série de petits détails. Pour quel genre de détails? Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire de cette région, dans la région de Koursk, où il y a eu l'incursion, quand nous cesserons les hostilités pendant 30 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le monde qui se trouve là-bas va pouvoir quitter sans se battre. Nous devons simplement les laisser partir après qu'ils aient commis un grand nombre de crimes. Voilà. Il ne veut pas. Vous voyez, tout le temps, on a eu sur ces plateaux télé des Occidentaux, ils ont ouvert leur bouche pour dire que oui, c'est une humiliation pour la Russie, gna 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 gna. Et maintenant, il dit, maintenant que nous sommes sur les points de les défoncer et de les faire payer, vous voulez que nous, on les laisse partir comme ça, gratuitement? Vous étiez les premiers à les encenser parce qu'ils étaient rentrés en Russie. Eh bien, on ne va pas les laisser sortir comme ça. Et c'est ce qu'il avait déjà fait comprendre hier. Quand il a vu les militaires, il a dit qu'on doit traiter ceux qui sont rentrés là-bas, non même pas comme des ennemis, comme des terroristes. Ce mercredi encore, Vladimir Poutine présentait sa grande priorité du moment, reprendre les territoires russes occupés par les Ukrainiens dans la région de Koursk, ou comment venir à la table des négociations en position de force avec aucun petit bout de Russie à négocier avec l'Ukraine. Dès les premières heures de la journée, image à l'appui, le ministère russe de la Défense annonçait la reprise de la ville de Soulja, principale conquête ukrainienne dans cette région, Moscou affirmant être dans la dernière ligne droite de cette opération de reconquête. Voilà les raisons pour lesquelles il n'a même pas accepté le cessez-le-feu, contrairement à ce qu'ils essayent de dire, puisque je vous montrerai. Il y a un général, si je refais encore une autre vidéo aujourd'hui, il y a un général qui le dit, il n'y a pas de cessez-le-feu, contrairement à ce que toutes les rédactions, particulièrement en France, ont voulu faire croire quand ils ont fini de commenter ce discours. Ils ont tous voulu imposer le narratif comme quoi l'Occident avait réussi à avoir l'accord de Poutine sur un cessez-le-feu, mais qu'il y avait des conditions. Non. Poutine a dit, ça se réglera probablement par négociation, mais ce cessez-le-feu, c'est pas le bon. Et surtout, ce cessez-le-feu, pourquoi? Alors que nous sommes sur le point d'obtenir ça. Et on ne va pas donner le cessez-le-feu parce que ça ne nous permettrait pas d'obtenir ça. Comme il dit,
Si on signe le cessez-le-feu, on fait quoi à Kursk? Tous ces gens-là qui ont rasé Kursk, qui ont fait tout et n'importe quoi, alors que nous avons l'occasion d'en faire des prisonniers et de les neutraliser, on va les laisser repartir pour que dans un mois, si ça capote, on recommence. Mais sauf que ce tour-ci, au lieu d'être dans une position précaire, ils vont retourner là-bas, prendre de nouveaux armes et nous se battre avec nous. Contre les populations civiles, là où les dirigeants ukrainiens leur diront simplement de laisser leurs armes et d'être faits prisonniers. Bon, ce qui va se passer, nous ne savons pas. Comment pouvons-nous régler d'autres questions le long de la ligne de front qui fait 2000 km? Comme vous le savez, les troupes russes avancent dans quasiment tous les domaines, partout. Et il y a aussi des conditions déjà présentes sur place qui pourraient, à mon avis, bloquer des unités assez importantes. Donc, c'est 30 jours. Et il vous dit, l'autre problème encore, c'est que sur toute la ligne de front, il y a plusieurs petits chaudrons que les Russes sont déjà en train de faire, qui sont en train de se concrétiser, dans lesquels ils vont pouvoir faire des prisonniers et neutraliser les Ukrainiens. Et là encore, on va en faire quoi? Parce qu'il dit, si nous continuons dans cet état, l'état-major ukrainien sera obligé de dire à ces unités-là, soit de continuer à combattre et de mourir, soit de déposer les armes et d'être prisonniers. Dans les deux cas, ça nous profitera à nous. Quel est encore une fois de plus l'intérêt de la Russie à dire qu'on cesse les combats? Quand fera-t-on de ces 30 jours? Continuer en Ukraine? Continuer la mobilisation forcée? Des armes leur seront livrées? Des nouvelles unités seront préparées et formées? Ou rien de tout cela ne se produira? Voilà. Et vous voyez, la réalité, c'est que lui, il sait que c'est un piège. Et que ça, c'est le feu. Ils l'ont dans le boule, comme on dirait, pour passer moi l'expression. Ils l'ont dans le boule. Je ne veux pas dire le mot grossier, mais ils l'ont dans le boule. Ils peuvent se le mettre là où ils pensent, parce qu'il dit, c'est que nous constatons des gens. Puisque Zelensky, j'ai regardé tout à l'heure sur Twitter, il fait une conférence de presse où il dit que lui, en tant que président ukrainien, ne reconnaîtra pas dans sa constitution les territoires qui ont intégré la Fédération de Russie. Donc ça veut dire que lui, il n'est même pas prêt à faire la paix. Donc ça sert à quoi de lui accorder un cessez-le-feu? Il veut continuer la guerre. Et comme dit Poutine, on va s'arrêter pendant 30 jours, alors qu'ils sont en débâcle, on va laisser ces unités-là retourner en Ukraine, ils vont continuer la mobilisation forcée, ils vont recréer de nouvelles unités, ils seront réarmés, et après, on va recommencer encore à se battre avec les gens qu'on aurait pu liquider ou faire prisonniers il y a quelques jours. Et la bêtise de l'administration Trump, c'est d'avoir fait ça. C'est d'avoir repris la livraison des armes et c'est d'avoir redonné le renseignement militaire aux Ukrainiens. Puisque ces deux conditions-là sont des conditions pour continuer la guerre. Et bien alors, continuons la guerre. Tu ne peux pas vouloir un cessez-le-feu et remettre celui qui est en position de faiblesse en position de se battre. D'autant plus que Zelensky, derrière, il est venu déclarer ce qu'il a déclaré. Ce qui revient exactement à ce que Lavrov ne voulait pas. On ne va pas leur donner la paix sur le terrain et on ne va pas leur donner les conditions de paix et après venir rediscuter d'une paix qu'ils ne veulent pas. Si la Russie leur accorde le cessez-le-feu, eux vont aller se réarmer. Zelensky a déjà dit, c'est que Trump avait posé comme l'une de ses conditions sur le fait de travailler avec Zelensky, c'est de prendre la réalité du terrain. Et c'est aussi ce que le secrétaire à la défense des États-Unis avait dit, nous devons prendre la réalité du terrain. Zelensky vient de faire une conférence de presse où il nie ça. Alors, à quoi bon que Poutine vienne lui donner les conditions de pouvoir se reposer et reprendre la guerre, alors qu'ils sont en débat, qu'ils sont en difficulté? Et à ce moment-là, il y a un autre problème qui se pose pour nous. Comment la question de la vérification et du contrôle sera effectuée? Comment pouvons-nous, allons-nous recevoir des garanties
que rien de tout cela va se passer. Comment va-t-on gérer ce contrôle? Et vous attendez ici, il ne dit pas comment va se passer le contrôle, soit disons de la ligne de front. Il dit comment va se passer le contrôle que pendant qu'on fait un cessez-le-feu, là, l'Ukraine ne se réarme pas pour reprendre encore la guerre. Alors que sur France 24, j'ai regardé hier, un chroniqueur, quand il parlait, il dit comment est-ce qu'on va faire pour contrôler la ligne de front? Non, la question n'a jamais été de contrôler la ligne de front, puisqu'ils ont déjà dit, comme je vous l'ai montré hier, qu'ils n'acceptent personne sur le territoire ukrainien. Tout otanien qui rentrera sur le territoire ukrainien sera considéré comme un belligérant qui s'oppose à la Russie. L'envoyé spécial de Donald Trump vient détailler le contenu de cette proposition de trêve de 30 jours, une arrivée également balisée par les propos quelques instants plus tôt de la diplomatie russe qui pour la première fois mettait des mots sur une éventuelle présence militaire étrangère en Ukraine. Qu'elle soit force de paix ou non, ce sera perçu comme un acte d'agression militaire. Tout cela est évident, familier et douloureusement clair pour nous. Car tout cela signifiera que ces pays seront impliqués dans un conflit armé direct avec la Russie, auquel nous répondrons par tous les moyens à notre disposition. Donc, la question c'est, un cessez-le-feu, pourquoi faire? Un cessez-le-feu pour que eux, ils se réorganisent et ils recommencent à se taper avec nous, alors qu'on est sur le point de les battre dans plein d'endroits? Et surtout, si on leur permet ça, qui va vérifier qu'ils ne sont pas en train de se réarmer? Vous comprenez tous, quand on pense clairement que toutes ces questions sont des questions graves. Qui va donner les ordres d'arrêter les hostilités? Et quelle est la valeur de ces ordres? Pouvez-vous imaginer près de 2000 km de front qui va dire où et quand l'accord a été rompu 2000 km. Et alors, qui va dire, qui va dire de qui c'est la faute? Toutes ces questions. Et voilà. Ici, il précise comment on va vérifier que cet accord de paix est respecté. On rappelle ici que malgré le narratif de Macron et de tous les gouvernements occidentaux, la journaliste française qui a été mise à mal en France pour avoir dévoilé qu'est-ce que l'Ukraine faisait aux populations du Donbass depuis 2014 ou depuis je ne sais pas quelle année, a montré que ceux qui étaient en train de clairement bafouer les accords de Minsk, alors que Macron se vante tout le temps que Poutine n'a pas respecté les accords, c'était clairement les Ukrainiens. Vincent Herweg l'a dit aussi, que Zelensky a été élu sur la promesse de réconcilier, ou en tout cas de laisser les populations de Lugansk et du Donbass tranquilles, mais il a fait tout autre chose. Et donc eux, ils croient, en tout cas ils avaient cru, parce qu'ils font la publicité dans leur télé, et ils imposent leur narratif dans leur télé, que ça allait avoir de l'incidence sur Poutine. Et bien, là, ils s'y sont cassés les dents, puisqu'ils ont beau dire que Poutine est d'accord. Concrètement, sur le terrain, nous voyons que les combats ne s'arrêtent pas. S'il y a cessez-le-feu, il y a arrêt des combats, n'est-ce pas, non? Comme Trump, il a réussi à faire avec Netanyahu. Avez-vous vu la déclaration de la Russie comme quoi il y a cessation de combat? Donc, au lieu de vous fier à ce que ces gens-là racontent, fiez-vous aux faits. Que ce soit avec Poutine, que ce soit avec Trump. Doivent être travaillées dans le détail, des deux côtés. C'est pourquoi l'idée, bon, c'est une bonne idée, nous soutenons cette idée, mais il y a des questions dont nous devons parler, et je crois que il faut que nous parlions avec nos collègues et partenaires américains. Et ici, c'est le camouflet de l'Europe, et même c'est le camouflet de l'Ukraine, parce qu'il dit l'idée est bonne, mais nous devons en parler avec qui? Avec nos partenaires américains. Ni avec l'Ukraine, ni avec l'Europe. Et c'est là que la réalité géopolitique et la réalité des rapports de force s'imposent à tout le monde. Les Européens n'ont rien à dire dans ce tableau, et Zelensky n'a plus rien à dire. Parce qu'on l'a vu,
Le peu de temps où il a manqué de renseignements et d'armes, eh bien, les Européens n'ont rien pu faire et l'Ukraine est en déroute. Elle était déjà en déroute, mais ça s'est aggravé. Sur cette question, peut-être un coup de téléphone avec le président Trump pour en parler avec lui. En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient. Nous la soutenons. Vous avez entendu? En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient. Nous la soutenons. Il n'a pas dit nous acceptons le cessez-le-feu. Il a dit l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques, nous la soutenons. Merci beaucoup. Peace out.